Il dort ici ce soir. Tu peux prendre le canapé, a-t-elle dit à propos de son meilleur ami qui avait trop bu, parce qu'elle devait le surveiller au cas où il arriverait quelque chose. Je n'ai rien dit. J'ai simplement fait mes valises pendant qu'elle s'occupait de lui et j'ai laissé un mot, profite bien de ton patient. Ce n'était pas la première fois que Marc avait besoin de Chloé, mais c'était la première fois qu'elle lui offrait ma place dans le lit. Nous étions ensemble depuis 3 ans. Je l'avais soutenue pendant le stress de son licenciement, lui préparant des repas pendant qu'elle envoyait des CV. J'avais conduit toute la nuit pour être avec elle quand son père avait eu son alerte cardiaque, la tenant dans mes bras sur cette chaise d'hôpital stérile pendant des heures. J'avais même, contre mon gré, toléré la présence constante et pesante de Marc dans nos vies, son meilleur ami de l'université, charismatique et perpétuellement en crise. Le photographe indépendant dont l'art était toujours sur le point d'être reconnu, dont les propriétaires étaient toujours déraisonnables, dont les ex étaient toujours folles. Le projet caritatif personnel de Chloé, enrobé dans une veste en cuir et de belles pommettes. L'appel est arrivé à minuit 37 un mardi. Mon téléphone a vibré en premier, illuminant la table de nuit. Marc. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. 1 minute plus tard, son téléphone a sonné. Je l'ai entendu murmurer, le lit bougeant tandis qu'elle s'asseyait. Oh, Marc. Non. Où es-tu? Autant que ça? Es-tu en sécurité? Un sentiment familier et lourd s'est installé dans mon ventre. J'ai fixé le plafond. Elle a raccroché et s'est tournée vers moi dans l'obscurité bleutée. Je pouvais voir l'inquiétude de façade gravée sur son visage. C'était Marc. Il est au Zéphyr. Il dit qu'il a beaucoup trop bu pour conduire et qu'il n'a pas les moyens de payer un Uber jusqu'à chez lui. Alors, il prendra un taxi, ai-je dit, ma voix plate de sommeil, ou il cuvera dans sa voiture. C'est un homme de 30 ans, Chloé. Il est contrarié, Alexandre. Son exposition à la galerie a été un désastre ce soir. Rien ne s'est vendu. Il est anéanti. Elle rejetait déjà les couvertures. Je lui ai dit de venir ici. Je me suis assis. Ici? Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'un ami. Il ne peut pas être seul en ce moment. Il peut dormir sur le canapé, ai-je dit. La ligne que nous avions établie est maintenue pendant 2 ans. Elle était maintenant sortie du lit, sortant un oreiller supplémentaire et la couverture en polaire grise du placard à linge. Elle ne m'a pas regardé. Ce n'est pas bon pour lui d'être sur le canapé. Il a besoin d'un vrai repos. Il est émotionnellement fragile. Une clarté froide a commencé à percer le brouillard de l'agacement. Où est-il censé dormir? Puis elle a finalement croisé mon regard, serrant l'oreiller contre sa poitrine comme un bouclier. Il dort ici ce soir. Tu peux prendre le canapé. Les mots flottaient dans l'air, absurdes et offensants. J'ai même laissé échapper un petit rire incrédule. Tu plaisantes. Ne sois pas sans cœur. Il a besoin de quelqu'un pour le surveiller au cas où quelque chose arriverait. Et s'il tombait malade? Et s'il faisait une crise d'angoisse? Tu sais comment il est. Le surveiller dans notre lit? L'accent mis sur « notre » me semblait pathétique au moment même où je le disais. Ce n'est pas comme ça, Alexandre, a-t-elle dit en levant les yeux au ciel. Le rejet ultime. Mon Dieu, pourquoi es-tu toujours si peu sûr de toi à son sujet? Si tu m'aimais vraiment, tu comprendrais. Je suis juste une bonne amie. Il n'a personne d'autre. La voilà. La logique tordue. Ma limite était de l'insécurité. Mon malaise était un échec d'amour. Sa priorisation d'un autre homme était une noble compassion. Et si tu m'aimais vraiment, moi, ai-je dit, ma voix plus basse maintenant, dangereusement calme, tu ne me demanderais pas de quitter mon propre lit pour un autre homme. Elle s'est raidie. Le masque d'inquiétude a vacillé, révélant un éclair d'impatience, une frustration que je ne joue pas le rôle qui m'était assigné dans son drame. Je ne te demande pas de quitter ton lit. Je te demande d'être compréhensif pour une nuit, d'aider quelqu'un qui souffre, mais je suppose que c'est trop te demander. Elle s'est tournée vers la porte de la chambre, prête à aller attendre son oiseau blessé dans le salon. Eh bien, moi, je te le demande. Alors, qu'est-ce que ce sera? Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardé partir. La porte d'entrée s'est ouverte 20 minutes plus tard. J'ai entendu sa voix pâteuse,
trop forte, et elle le faisant taire, avec un gloussement dans sa voix qui n'était jamais là pour mes jours difficiles. J'ai entendu le bruit de pas traînant, le bruit sourd d'un sac. Je me tenais dans l'ombre de la porte de notre chambre. La scène dans le salon était un tableau écœurant. Marc était affalé dans le fauteuil, l'image parfaite de l'artiste tragique. Chloé était agenouillée à côté de lui, posant un verre d'eau sur la table d'appoint. « Je me sens tellement comme un raté, Chlo », marmonna-t-il en passant une main dans ses cheveux. « Tu n'es pas un raté. Ton travail est brillant. Le monde n'est tout simplement pas prêt pour ça. » Sa main était sur son bras. « Allez, viens, je vais t'installer. » Elle l'a aidé à se lever. Il s'appuyait lourdement sur elle, plus que nécessaire. Alors qu'il se dirigeait vers le couloir, vers notre chambre, ses yeux ont dérivé par-dessus son épaule et ont rencontré les miens dans la pénombre. Il n'y avait aucune brume d'ivresse dans ce regard. Il était clair, vif et débordant de triomphe. Un sourire rapide, presque imperceptible, a touché ses lèvres avant qu'il ne laisse sa tête retomber sur son épaule. Elle l'a conduit dans la chambre, sa voix un doux murmure. Je suis resté dans l'embrasure de la porte. Elle l'a guidé vers ma place dans le lit, le côté où je dormais, où mon livre était posé sur la table de nuit. Il s'est effondré dessus avec un soupir. Elle s'est penchée, remontant la couette jusqu'à son menton avec une tendresse que je reconnaissais. « Essaie de dormir, d'accord » a-t-elle chuchoté. « Tu restes ?» Sa voix était un marmonnement pathétique. « Je serai juste ici. Je vais juste chercher un gant de toilette humide pour ton front. Tu es un peu chaud. » Elle a repoussé ses cheveux. Puis elle s'est tournée et m'a finalement vu debout là. Son expression n'a pas changé pour de la culpabilité ou des excuses. Elle s'est durcie en défi. Un silencieux, tu vois ? C'est ce que fait une bonne personne. Elle est passée devant moi sans un mot, se dirigeant vers la salle de bain. Le message était clair. La décision était prise. Je pouvais soit aller dormir sur le canapé dans ma propre maison, acceptant ma rétrogradation, soit faire une scène. J'ai finalement compris. Il ne s'agissait pas de Marc. C'était mon examen final. Un test pour savoir jusqu'à quel point de manque de respect j'étais prêt à emballer sous le nom d'amour. Jusqu'à quel point j'étais prêt à me rabaisser pour m'intégrer dans la vie qu'elle construisait, où elle était l'héroïne sainte et moi le supporter loyal et sans visage. Et Marc ? Marc était l'éternelle demoiselle en détresse, un rôle qui lui garantissait son attention exclusive pour toujours. Elle est revenue avec le gant de toilette, son attention entièrement portée sur son patient. Je me suis retourné et je suis parti. Le canapé ne m'attirait pas. L'idée de m'allonger là, à écouter le silence de ma propre chambre où elle s'occupait d'un autre homme, était une forme particulière d'humiliation à laquelle je refusais de me porter volontaire. Un calme étrange et électrique s'est installé en moi. Le bruit de la trahison dans ma tête s'est simplement arrêté, remplacé par une clarté silencieuse et opérationnelle. Le débat était terminé. Elle m'avait montré la porte. J'ai simplement décidé de marcher plus loin qu'elle ne l'avait prévu. Je suis allé au placard du couloir et j'ai sorti ma valise de voyage, celle que nous avions utilisée pour un week-end en Normandie 8 mois plus tôt. Je l'ai roulée dans la chambre d'amis au bureau, la porte se refermant doucement derrière moi. J'ai agi avec l'efficacité d'un chirurgien. D'abord, l'essentiel, passeport, carte vitale, le certificat d'immatriculation de ma voiture, mon ordinateur portable et son chargeur. Ensuite, de notre bureau commun, le dossier avec les relevés de mon portefeuille d'actions et les papiers du plan d'épargne retraite que j'avais commencé seul, avant elle. Je n'ai pris que ce qui était à moi. Dans la chambre, je me suis déplacé silencieusement. Ils dormaient tous les deux. Marc était étalé en diagonale sur le lit, ronflant doucement. Chloé était recroquevillée sur une chaise qu'elle avait approchée du chevet, la tête reposant sur ses bras sur le matelas, une main encore près de son épaule. Une sentinelle. Cela aurait été touchant si ce n'avait pas été ma vie. J'ai ouvert les tiroirs de ma commode. J'ai pris des jeans, des t-shirts, des chaussettes, des sous-vêtements. J'ai laissé le pull cher qu'elle m'avait acheté pour mon anniversaire. Il ne m'allait jamais très bien de toute façon. J'ai laissé les chaussettes fantaisie ridicules de notre premier Noël. J'ai laissé tout ce qui était un objet de « nous ». De la salle de bain, j'ai pris ma brosse à dents, mon rasoir, une seule serviette.
J'ai laissé l'eau de Cologne qu'elle aimait sur moi. Chaque mouvement était délibéré, silencieux. Il n'y avait pas de rage dedans. Pas de chagrin. C'était un problème logistique que je résolvais. Le divorce émotionnel avait eu lieu au moment où elle avait lancé son ultimatum. Ceci n'était que le règlement physique. La dernière chose que j'ai emballée venait de l'étagère du haut du placard, une petite boîte ignifuge verrouillée. À l'intérieur se trouvait la montre de mon grand-père et quelques vieilles lettres de mon frère déployées à l'étranger et des choses qui comptaient pour moi bien avant Chloé. J'ai fermé la valise. J'ai jeté un dernier regard à la pièce, à l'homme dans mon lit, à la femme qui veillait sur lui. Je n'ai rien ressenti, pas même de la colère. Juste un vaste espace vide où se trouvait autrefois mon amour pour elle. Dans la cuisine, le mot. J'ai trouvé le stylo qu'elle avait toujours détesté, un stylo publicitaire en plastique bon marché d'une banque avec un clic tenace, sur le comptoir à côté de la coupe de fruits qu'elle avait dénichée dans un marché aux puces. J'ai posé une seule feuille de papier ordinaire. Je n'ai pas écrit un roman. Je n'ai pas expliqué mon raisonnement. Elle savait. Je n'ai pas exprimé de blessure. Elle s'en serait moquée. Je n'ai pas dit au revoir. Ce sentiment était expiré. 2 lignes. C'est tout. Profite bien de ton patient. Ne me contacte pas. J'ai posé le stylo carrément sur le mot. Un point final. J'ai roulé ma valise jusqu'à la porte, enfilé mes chaussures et pris mon manteau d'hiver sur le crochet. Mes clés étaient dans le bol. J'ai séparé ma clé de voiture du trousseau qui tenait la clé de cet appartement. J'ai laissé sa clé là, dans le bol. Elle a fait un léger tintement métallique en atterrissant. J'ai ouvert la porte. L'air froid de la nuit s'est engouffré, pur et vivifiant. Je n'ai pas regardé en arrière. Je suis sorti dans le couloir, tirant la porte derrière moi. Le loquet a cliqué avec un son doux et définitif. Dans le parking souterrain silencieux, j'ai chargé ma valise dans le coffre. Je me suis mis au volant, j'ai démarré la voiture. C'est seulement alors que j'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert mon application de messagerie. Mon meilleur ami, Jacques. J'ai tapé 3 phrases. C'est fini. J'ai besoin du canapé pour quelques jours. J'arrive dans 20 minutes. Sa réponse a été presque instantanée. La porte est ouverte. Ça va? Oui, et je le pensais. Avant de mettre la voiture en marche arrière, j'ai ouvert les paramètres de mon téléphone. Je suis allé à son contact. J'ai bloqué son numéro. J'ai ouvert Instagram, Facebook, WhatsApp. Bloqué. 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 Cela a pris moins d'1 minute. Une tâche administrative. Puis je suis parti en voiture. Pas dans la fureur. Pas avec les larmes aux yeux. Je suis parti comme on quitte un emploi qui ne vous convient plus, avec soulagement et une concentration tranquille sur ce qui vient après. Le silence dans la voiture n'était pas vide. Il était plein de possibilités. Le canapé de Jacques était un monstre de velours côtelé affaissé qui sentait légèrement la bière éventée et le chien. C'était la chose la plus confortable sur laquelle je m'étais jamais allongé. Pendant 3 jours, je n'ai pas pris de congé maladie. Je suis allé au travail. J'ai écrit du code, assisté à des réunions, mangé un sandwich au poulet crudité à mon bureau. Mes collègues n'ont rien remarqué. Le monde a continué de tourner. C'était la première révélation, mon cœur pouvait être un cratère, et mes mains pouvaient toujours taper des lignes de Python fonctionnelles et élégantes. La vie était compartimentée d'une manière que je n'avais jamais appréciée. Je n'ai pas beaucoup expliqué à Jacques. Le premier soir, autour d'une bière qu'il m'a mise dans la main, j'ai juste dit, elle a choisi, alors je suis parti. Il connaissait l'histoire avec Marc. Son visage s'est assombri. Qu'est-ce qu'elle a fait, bordel, Alexandre? Ça n'a pas d'importance, ai-je dit, et je le pensais. Raconter la blessure me donnait l'impression de lui donner du pouvoir, de la laisser sortir du conteneur scellé que j'avais construit pour elle dans mon esprit. C'est fait. Il a trinqué sa bouteille contre la mienne. D'accord. Le canapé est à toi aussi longtemps que tu en auras besoin. Le silence chez Jacques était différent. Ce n'était pas le silence tendu et plein d'attente de l'appartement des semaines précédant cette nuit,
où je marchais sur des œufs en me demandant quand la prochaine urgence de Marc ferait dérailler nos plans. C'était un silence neutre, une toile blanche. C'était le mien. Mon téléphone était une brique. Aucune notification à part les courriels du travail et Jacques demandant si je voulais une pizza. Je l'avais bloqué partout, mais le cordon ombilical numérique avait des membres fantômes. Je me surprenais à le regarder, une mémoire musculaire d'anxiété, attendant le texto qui s'excuserait ou, plus probablement, exigerait quelque chose. L'absence de cette peur était un soulagement physique, comme déposer un poids lourd que je portais depuis des années. Jacques est devenu mon fil d'actualité à contre-cœur. Le 4e matin, il a fait glisser son téléphone sur le comptoir du petit déjeuner. Elle m'envoie des textos maintenant. J'ai regardé. Une capture d'écran d'un message de Chloé à lui. Jacques, est-ce qu'Alexandre est avec toi? S'il te plaît, dis-lui de m'appeler. C'est ridicule. J'ai repoussé le téléphone. Tu n'as pas à être l'intermédiaire. Dis-lui ce que tu veux. Je lui ai dit que tu étais vivant et que c'était tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Il a fait une pause. Elle a répondu, il va vraiment jeter 3 ans par la fenêtre pour un malentendu? Un malentendu. Le mot était si délibérément petit, si insultant de réduction. Il recadrait son choix calculé et ma dernière limite comme une simple erreur de communication. Je n'ai ressenti qu'un léger mépris distant. Ne réponds pas, ai-je dit. Les tentatives ont changé de nature. Plus tard ce jour-là, une autre capture d'écran, Marc est parti ce matin. Tu es content maintenant? Pouvons-nous s'il te plaît parler comme des adultes? Puis ce soir-là, je ne vais pas supplier, Alexandre. Mais tu es enfantin. Rentre à la maison pour qu'on puisse en discuter. Tu fais une montagne de tout ça. Chaque message était un chef-d'œuvre de non-excuses. Il contenait des accusations sur ma mauvaise gestion émotionnelle, tu fais une montagne de tout ça, enfantin, une déclaration que la menace perçue avait disparu, Marc est parti, et une exigence de mon retour à la table des négociations. Une table où, historiquement, j'étais le seul à jamais céder. Je ne me sentais pas en colère en les lisant. Je me sentais comme un biologiste observant le comportement prévisible d'une espèce. Elle ne comprend pas, a marmonné Jacques en secouant la tête. Elle pense que c'est une dispute que vous avez. Elle ne réalise pas que la guerre est finie. Il avait raison. Il n'y avait pas de guerre. J'avais abandonné le terrain. Le territoire ne m'intéressait plus. La semaine suivante, j'ai utilisé ma pause déjeuner pour trouver un appartement, un studio moderne et stérile dans un immeuble avec une salle de sport et un concierge. Il n'avait pas d'histoire, pas de souvenirs dans les murs. J'ai signé un bail de 12 mois. Quand le gestionnaire immobilier m'a demandé pourquoi je déménageais, j'ai dit, pour un changement de décor. C'était la vérité. J'ai emménagé avec une valise, un matelas pneumatique et une seule chaise. Le vide était luxueux. J'ai commencé à reconstruire une routine qui n'avait rien à voir avec elle. J'ai rejoint une salle d'escalade vers Bastille. L'effort physique était une pure combustion qui me vidait l'esprit. J'ai repris contact avec 2 amis de l'université dont je m'étais lentement éloigné parce que Chloé les trouvait toujours, un peu immatures. Nous sommes allés à une soirée quiz et avons terminé bon dernier, en riant tout le temps. Jacques me tenait au courant, ses rapports devenant une comédie morbide. Une amie commune, Sarah, a croisé Chloé et Marc dans un café branché pour le brunch dans le Marais. Elle a dit qu'ils étaient proches, a rapporté Jacques, en faisant des guillemets avec ses doigts, genre, proches au point de partager des pancakes. Chloé a posté sur Instagram quelques jours plus tard. Il m'a montré une photo d'eux sur un sentier de randonnée rocheux dans la forêt de Fontainebleau, la ville s'étalant au loin. Chloé portait des vêtements de sport neufs et chers, rayonnantes. Marc était derrière elle, les mains sur ses épaules, regardant l'appareil photo avec une intensité torride qu'il avait sûrement répétée. La légende, quand on trouve quelqu'un qui apprécie enfin notre côté aventurier. Nouveau départ passe de concession. J'ai regardé ça. Le « passe de concession » était le coup de poignard. Le marquage public de toute notre relation comme une concession de sa part. Le récit était clair, Alexandre, le stable et fiable, était le compromis ennuyeux et sûr. Marc, le tourmenté et profiteur, était l'aventure. J'ai pensé aux 2 vacances que nous avions annulées parce que Marc avait eu une crise créative et avait besoin de Chloé.
Je me suis souvenu des innombrables week-ends passés à écouter ces problèmes autour de cocktails chers que je payais généralement. L'ancien moi aurait ressenti une lance brûlante de jalousie, d'inadéquation. Le nouveau moi a ressenti une compréhension profonde, presque apitoyée. Elle ne choisissait pas un homme meilleur. Elle choisissait une meilleure histoire, une où elle était la sauveuse excitante, pas la partenaire d'une vie tranquille et égale. La randonnée jusqu'à ce panorama s'est probablement terminée avec elle au volant, payant l'essence et l'écoutant se plaindre de ses ampoules. J'ai rendu le téléphone à Jacques. Tant mieux pour eux. Tu n'es pas en colère? À quoi bon, ai-je dit. C'est quelqu'un que j'ai connu. Ces légendes Instagram ne me concernent pas. C'était la deuxième révélation. L'indifférence n'est pas une émotion que l'on ressent. C'est l'absence de toutes les autres. C'est le silence. Le karma n'est pas arrivé avec des coups de tonnerre. Il s'est infiltré, silencieux et inévitable, comme de l'eau trouvant des fissures dans une fondation. C'était un mardi soir, environ 3 semaines après mon départ. J'assemblais une étagère en kit pour mon nouvel appartement, un tournevis à la main, un podcast jouant doucement en fond sonore. Mon téléphone a vibré sur le sol. Jacques. Je l'ai mis sur haut-parleur. Salut, quoi de neuf? Sa voix était un mélange de choc et de satisfaction sinistre. Tu ne vas jamais croire ça. Sarah vient de m'appeler. Marc s'est fait arrêter. J'ai fait une pause, le tournevis en suspens. Continue. Vol à l'étalage. Apparemment, il est sorti d'un magasin d'appareils photo de luxe près de l'Opéra avec un objectif d'une valeur de 1800 € caché dans sa veste. Les images de surveillance étaient limpides. L'idiot n'a même pas porté de chapeau. J'ai recommencé à tourner la vis. Tiens. Ce n'est pas tout, a poursuivi Jacques, son excitation grandissant. Quand les flics ont enquêté sur lui, ça a ouvert tout un dossier. Le type a des dettes partout. Il a emprunté de l'argent à au moins 5 personnes différentes avec la même histoire larmoyante, les fonds sont bloqués, j'attends le paiement d'un gros client. Ta copine Chloé lui a prêté 2800 € la semaine dernière pour du nouveau matériel de portfolio. J'ai ressenti un déclic de compréhension, froid et clair. Les nouveaux équipements de randonnée, les brunchs chics. Ce n'était pas un grand chapitre, c'était la même vieille arnaque, et maintenant elle était la victime. Sarah a dit que ça devient plus compliqué, a dit Jacques. Une des autres personnes à qui il a emprunté de l'argent est une femme qu'il voyait depuis des mois, une graphiste. Elle pensait qu'ils étaient exclusifs. Elle a découvert l'existence de Chloé et a pété les plombs. C'est elle qui aurait apparemment prévenu le directeur du magasin d'appareils photo, en lui disant de surveiller Marc parce que c'était un escroc. Les pièces se sont assemblées en un tableau pathétique et évident. La victime perpétuelle jouant plusieurs sauveurs les uns contre les autres. Comment Chloé le prend elle, ai-je demandé, ma voix dénuée de toute inflexion. Je demandais des informations, pas par inquiétude. D'après Sarah, elle est anéantie. Gênée, humiliée et avec 2800 € en moins qu'elle n'a probablement pas. Son groupe d'amis se fracture. Certains ont pitié d'elle. D'autres disent qu'elle a récolté ce qu'elle a semé quand elle. Jacques s'est interrompu. Point quand elle l'a choisi lui plutôt que moi, ai-je terminé pour lui calmement. Ce n'est pas grave, Jacques. Tu peux le dire. Ouais, ça. Il y a beaucoup de « je te l'avais bien dit » qui circulent en privé. Sa sœur Maya est apparemment furieuse contre elle. J'ai fini de serrer la vis. L'étagère tenait debout, solide et fonctionnelle. Eh bien, ai-je dit, c'est une série de choix malheureux. Il y a eu une longue pause à l'autre bout du fil. C'est tout? Une série de choix malheureux. Alexandre, il s'est joué d'elle. Il l'a volée. Ses amis se moquent d'elle. Tu ne ressens pas, je ne sais pas, un peu de pitié pour elle? J'ai posé le tournevis. J'ai regardé les lignes épurées de la nouvelle étagère, les tablettes vides attendant d'être remplies de choses que j'avais choisies. J'ai ressenti la paix tranquille de mon propre espace. Non, ai-je dit, et le mot était absolu. Je ne ressens rien. Et c'est là tout l'intérêt, Jacques. Si j'avais pitié d'elle, cela signifierait que j'étais encore connecté à son drame. Je ne le suis pas. Ses conséquences sont le résultat direct de ses décisions. Elle a vu un artiste blessé, j'ai vu un profiteur.
Elle a qualifié mon jugement d'insécurité. Maintenant, elle a perdu 2800 € et sa réputation. Ma sympathie ne la rembourserait pas et ne réparerait pas ses amitiés. Ce ne serait que du bruit. Jacques est resté silencieux un moment. Putain. Tu es vraiment libéré de tout ça, n'est-ce pas? Je suis dans mon appartement en train de monter une étagère, ai-je dit, un léger sourire touchant mes lips pour la première fois pendant l'appel. C'est tout ce que je fais. Ce qu'elle fait n'est plus ma préoccupation. Je l'ai entendu pousser un sifflement bas. D'accord, alors. Je pensais juste que tu voudrais savoir. J'apprécie, ai-je dit, et c'était vrai. C'était une information. Un post-scriptum à un livre fermé. Mais tu peux arrêter les mises à jour maintenant. Vraiment. C'est fini. Nous avons raccroché. J'ai glissé la dernière étagère en place. L'animateur du podcast riait de quelque chose. J'ai ri un peu, moi aussi, de rien en particulier. L'air dans mon appartement était pur et calme et entièrement à moi. Le chaos qu'elle avait choisi était maintenant à elle de le gérer. Je ne ressentais aucune joie malveillante, juste la gratitude profonde et simple d'un homme qui était descendu d'un navire en perdition et qui était maintenant enfin au sec. La nouvelle de l'arrestation et de la trahison de Marc fut la pierre qui déclencha le glissement de terrain. Mon silence fut l'avalanche qui suivit. La première tentative fut maladroite, un stratagème transparent pour susciter la sympathie. 2 jours après l'appel de Jacques, un texto d'un numéro inconnu illumina mon écran. J'imagine que tu as entendu. J'aurais dû t'écouter. On peut parler? C'était elle. Le ton était parfaitement choisi, contrit, reconnaissant ma clairvoyance, se présentant comme une simple demande. C'était le premier coup dans un jeu que j'avais abandonné. Je l'imaginais en train de le rédiger, d'effacer, essayant de trouver l'équilibre entre les excuses et le maintien de l'avantage d'être celle qui tendait la main. J'ai tapé un seul caractère, non. Puis j'ai bloqué le numéro. L'échange entier a duré 8 secondes. La deuxième tentative a impliqué un intermédiaire. 3 jours plus tard, mon téléphone de bureau a sonné. La réceptionniste a dit, ligne 2 pour vous, Alexandre. C'était Maya, la sœur aînée de Chloé, la plus sensée, celle qui m'avait dit un jour lors d'un barbecue que j'étais, trop bien pour ce drame. Maintenant, elle était enrôlée dans le drame. J'ai décroché. C'est Alexandre. Alexandre, salut, c'est Maya. Sa voix était tendue, essayant d'être chaleureuse mais sonnant nerveuse. Écoute, je sais que c'est gênant. Je ne t'appellerai pas au travail, mais Chloé souffre vraiment. Je n'ai rien dit. Le silence l'a forcé à le combler. Cette histoire avec Marc. C'est grave. C'était un profiteur, et elle le voit maintenant. Clairement. Elle se sent terriblement mal. Tu lui manques. Elle réalise ce qu'elle avait. Une pause. Ne peux-tu pas trouver dans ton cœur de lui pardonner? Les gens font des erreurs. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, regardant la ligne d'horizon de la ville. J'ai utilisé ma voix professionnelle de réunion avec un client. Maya, j'apprécie ton appel. Je n'ai aucune rancune envers Chloé. Je ne lui souhaite aucun mal, mais je ne fais plus partie de sa vie, et je n'ai aucun intérêt à y retourner. S'il te plaît, souhaite-lui bonne chance de ma part. Alexandre, attends, a-t-elle commencé, mais la finalité placide de mon ton l'avait déstabilisé. Prends soin de toi, Maya. J'ai raccroché doucement. La troisième tentative fut l'embuscade. Une semaine plus tard, un jeudi soir pluvieux, mon interphone a sonné. Je n'attendais personne. Je me suis approché et j'ai appuyé sur le bouton. Oui. Pas de voix, juste le son creux du hall d'entrée. 1 minute plus tard, on a frappé doucement à ma porte. Pas le coup sonore et franc de Jacques. Un léger toc-toc-toc. Un soupçon froid s'est installé en moi. J'ai regardé par le Judas. Chloé se tenait là, trempée. Ses cheveux étaient plaqués sur son visage. Le mascara avait coulé sous ses yeux. Elle paraissait plus petite, plus jeune, complètement anéantie. Elle serrait son téléphone comme une bouée de sauvetage. La performance était digne d'un César, mais la misère authentique dans ses yeux n'était pas un acte. C'était la conséquence, brute et sans montage.
Je suis resté immobile pendant 30 bonnes secondes. J'aurais pu ne pas répondre. J'aurais pu être le fantôme. Mais une partie de moi, celle qui avait besoin de cimenter ma propre liberté, de regarder le passé dans les yeux et de ne rien ressentir, voulait ouvrir la porte, entendre le scénario qu'elle avait préparé, lui refuser la réplique finale. J'ai tourné le pêne dormant et j'ai ouvert la porte juste assez pour la voir entièrement. L'air humide et froid du couloir s'est engouffré. Ses yeux se sont agrandis, un espoir désespéré les inondant. Alexandre, s'il te plaît. Juste 5 minutes. Tu ne devrais pas être ici, Chloé. Je t'ai demandé de ne pas me contacter. Je sais. Je sais que j'ai tout gâché. J'ai été stupide. Les mots sont sortis en un flot précipité et répété. Marc. Il m'a pris de l'argent. Il a menti sur tout. Il voyait quelqu'un d'autre pendant tout ce temps. Elle s'est étouffée dans un sanglot. Tout ce que tu as toujours dit sur lui était vrai. J'ai attendu. Je n'ai pas offert de mouchoir. Je ne me suis pas écarté pour la laisser entrer, à l'abri de la pluie. Je suis juste resté là, une sentinelle polie à la frontière de ma nouvelle vie. C'est malheureux, ai-je dit, ma voix plate. Malheureux? Elle a reculé comme si elle avait été frappée. Le scénario de la victime vacillait. C'est tout ce que tu as à dire? Il m'a volé, Alexandre. J'ai perdu 2800 €. Mes amis se moquent de moi. Tu devrais porter plainte, ai-je dit, offrant la solution logique et impersonnelle. C'est une affaire pour les autorités. Son visage s'est décomposé. La colère a été avalée par un besoin plus frénétique. Je ne veux pas de plainte. Je te veux, toi. Je veux que nous soyons de nouveau ensemble. Je vois tout maintenant. J'étais aveugle. Je t'ai pris pour acquis. Il n'y a pas de nous, Chloé, ai-je dit, les mots nets et chirurgicaux. Il n'y en a plus depuis plus de 2 mois. La finalité du laps de temps, le décompte précis des jours depuis son choix, semblait la choquer. Elle avait vécu dans le tourbillon dramatique de sa propre crise. Moi, j'avais vécu une vie calme, allant de l'avant. Tu ne m'aimes plus, a-t-elle chuchoté. La question manipulatrice ultime, une question conçue pour déclencher un déni chevaleresque, pour ramener un homme dans le rôle familier du consolateur. J'ai croisé son regard. Il n'y avait pas de cruauté dans mes yeux, mais il n'y avait pas de douceur non plus, juste la vérité. Mes sentiments ne te concernent plus. Notre relation s'est terminée au moment où tu m'as demandé de quitter mon lit pour lui. Au revoir, Chloé. J'ai commencé à fermer la porte. Attends. Elle a poussé sa main contre la porte. Le désespoir est devenu vif, laid. C'est tout, alors? Après 3 ans, j'ai droit à un putain d'au revoir dans un couloir? Tu es aussi froid que tout le monde le disait. Je me suis arrêté, la porte toujours entr'ouverte. Je n'ai pas réagi à l'insulte. Je lui ai simplement jeté un dernier regard mesuré. Alors ce devrait être un soulagement pour toi d'être libéré de moi. Porte plainte, Chloé. Prends soin de toi. Cette fois, j'ai fermé la porte complètement. J'ai entendu un sanglot étouffé, puis le bruit de ses talons se retirant dans le couloir, plus vite maintenant. Le clic de la serrure était plus fort que la pluie. Je suis retourné à mon canapé. Mon rythme cardiaque n'avait pas accéléré. Mes mains ne tremblaient pas. J'ai ressenti une clarté profonde et lasse. Le chapitre n'était pas seulement clos, le livre avait été réduit en pulpe. Le texto qui est arrivé 1 heure plus tard d'un nouveau numéro, bientôt bloqué, l'a confirmé. Quand le rôle de la victime au cœur brisé a échoué, les vraies couleurs ont transparu. Très bien. Fais comme tu veux. Tu as toujours été froid de toute façon. Bloqué émotionnellement. Tu es exactement comme Marc. Tu utilises les gens, et quand ils ont besoin de toi, tu t'en vas. J'espère que ta nouvelle vie est aussi solitaire que toi. Je l'ai lu avec l'intérêt détaché d'un linguiste étudiant une langue morte. La grammaire du blâme, le vocabulaire d'une personne qui ne pouvait jamais être en faute. J'ai supprimé la conversation et bloqué le numéro sans répondre. Le silence qui est revenu était plus doux qu'auparavant. Le dernier fil a été coupé 8 semaines après mon départ,
dans l'endroit le plus banal qui soit, un café à 3 pâtés de maison de notre ancien appartement. J'avais arrêté d'y aller pendant des mois, mais mon nouveau barista était tombé malade et j'avais un rapport à terminer. J'étais dans un coin, écouteurs sur les oreilles, en train de taper. L'odeur familière des grains de café torréfiés et le bourdonnement sourd des conversations n'étaient qu'un bruit de fond. Je ne l'ai pas vu entrer. J'ai senti une présence planer près de ma table et j'ai levé les yeux. Chloé était là, tenant un chélatte. Elle était avec une amie que je reconnaissais vaguement, l'une de celles de la brigade des brunchs et des plaintes. L'amie restait en retrait près du comptoir des condiments, feignant d'être fascinée by les sachets de sucre. Chloé avait l'air fatiguée, pas théâtralement débraillée comme à ma porte, mais usée. La lumière avait disparu. Elle n'était qu'une femme dans un café. Elle a réussi un faible sourire. Alexandre. Tu as l'air en forme. J'ai retiré un écouteur, le posant sur mon oreille. Merci, ai-je dit. De la même manière qu'on remercie un étranger qui vous tient la porte. Une pause gênante s'est étirée. Son amie regardait comme si c'était un match de tennis. Je déménage, a-t-elle lâché comme si elle partageait une grande nouvelle. Je n'ai pas les moyens de payer l'appartement seul. Marc. Il a vidé mes économies. Elle a prononcé son nom comme si c'était un goût pourri dans sa bouche. Mais il y avait aussi une pointe de supplication. Tu vois ce qu'il m'a fait? Tu vois comme j'ai souffert? J'ai bu une gorgée de mon café. Il était parfaitement refroidi. Je suis désolé d'apprendre ta situation financière. La phrase était professionnelle, la même que j'aurais utilisée avec un collègue qui avait perdu un client. Elle contenait de la sympathie dans sa définition du dictionnaire, mais aucune dans sa prononciation. Son visage s'est affaissé. Le scénario échouait à nouveau. Elle avait offert sa tragédie, et je lui avais donné une réponse de service client. C'est tout? Sa voix s'est brisée, un mélange de blessure et de colère montante. Après 3 ans. Désolé d'apprendre ta situation financière? Chloé, ai-je dit, ma voix calme et basse, l'obligeant à se pencher légèrement pour entendre, brisant l'illusion d'une scène publique. Ce chapitre est clos. J'ai tourné la page. Je te suggère de faire de même. Ruminer n'est pas sain. Tourner la page? Ses yeux m'ont scruté, puis ont balayé la pièce comme si elle cherchait des preuves. Avec quelqu'un d'autre? La question était de la possession pure et non diluée. J'ai presque souri. C'était la mauvaise question. La question non pertinente. Que je sois seul ou avec quelqu'un est sans importance pour nous. Ce qui compte, c'est que je suis en paix. Et toi, ai-je dit, mon regard ferme et final, tu n'es pas ma responsabilité. Ni tes sentiments, ni tes finances, ni ta guérison. Elle a regardé, les lèvres entr'ouvertes. La vérité était une pilule qu'elle ne pouvait pas avaler. Je n'étais pas son plan de secours. Je n'étais pas son public pour le repentir. J'étais une porte fermée. Tu ne m'as jamais aimé, n'est-ce pas, a-t-elle chuchoté, la dernière arme de son arsenal, conçue pour blesser. Je n'ai pas bronché. Je lui ai donné la réponse honnête et dévastatrice. Si, plus que tu ne l'as compris. Mais l'amour exige le respect. Tu m'as montré exactement où était ma place, alors je suis allé ailleurs. J'ai fait un vague geste vers l'espace autour de moi, le café, la ville au-delà, mon tout nouveau monde. Quelque part de mieux. La finalité de la chose, la logique simple et inattaquable, semblait la vider de sa substance. Tous les arguments, les justifications, le blâme sont morts dans sa gorge. Il n'y avait rien à combattre parce que je ne me battais pas. Je ne faisais qu'énoncer des faits. J'ai vu le moment où elle a vraiment compris. Ses épaules se sont affaissées. La performance a pris fin. Ce qui restait n'était qu'une femme triste et épuisée, confrontée aux conséquences immuables de ses propres choix. Prends soin de toi, Chloé, ai-je dit, mon ton ferme mais pas méchant. C'était un renvoi, mais un renvoi définitif. Vraiment. J'ai replacé l'écouteur sur mon oreille, pris mon café et me suis levé. J'ai fait un léger signe de tête polie, non pas à elle, mais à son ami, qui regardait toujours bouche bée près des sucres. Puis je me suis dirigé vers la porte, où mon collègue Benoît entrait juste, en me faisant signe. Désolé, je suis en retard, a dit Benoît.
La circulation était un cauchemar. Pas de problème, ai-je dit en poussant la porte. J'ai pris de l'avance sur le rapport. Allons prendre une table. Alors que la porte se refermait derrière nous, je n'ai pas regardé en arrière. Je ne me suis pas demandé ce qu'elle faisait. Je n'ai pas ressenti une vague de victoire ou de pitié. J'ai juste senti l'air vif de l'automne sur mon visage et le poids agréable